Un tout petit changement de conception, un simple coup de fil, une décision prise un peu trop vite, sous pression. Parfois, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour qu'un chef-d'œuvre d'ingénierie se transforme en une véritable catastrophe. C'est tragique, bien sûr, mais ces échecs, ce sont aussi nos leçons les plus précieuses. Alors aujourd'hui, on va plonger dans ces histoires pour voir comment les pires désastres d'ingénierie ont, assez paradoxalement, aidé à construire un monde plus sûr. Imaginez la scène. On est le 17 juillet 1981 à Kansas City, à l'hôtel Hyatt Regency. C'est la fête dans le hall. Un thé dansant bat son plein, il y a des centaines de personnes partout, l'ambiance est super. Pas mal de gens sont sur les 2 passerelles suspendues qui traversent le hall, c'est assez spectaculaire. Et là, d'un coup, un craquement. Un bruit assourdissant qui déchire l'air. Il y avait beaucoup de cris. Des lignes électriques s'étaient rompues et se balançaient au-dessus du hall, projetant des arcs électriques. Une conduite d'eau avait éclaté. « Vous devez entrer ». Ça, ce sont les mots d'un ambulancier au docteur Joseph Weckerle, un des premiers médecins sur place. Pour les secours qui arrivent, c'est une scène apocalyptique. Vraiment, un chaos total. Et c'est là, au milieu de tout ça, que la course contre la montre pour sauver des vies commence. Alors oui, il y a les poutres tordues, le béton effondré, mais derrière tout ça, il y a bien sûr le coût humain. C'est essentiel de commencer par là pour vraiment comprendre la portée de ce qui s'est passé au Hyatt Regency. 114. C'est le nombre de vies perdues, 114 morts et plus de 200 blessés. À l'époque, c'était tout simplement l'effondrement structurel le plus meurtrier de toute l'histoire des États-Unis. Et le pire dans tout ça, c'est que tout est parti d'un changement de conception, d'une simplicité, mais vraiment déconcertante. Bon, mais alors, que s'est-il passé concrètement ? Ce schéma est super intéressant parce qu'il montre vraiment tout. À gauche, on a le plan original et à droite, ce qui a été construit. Vous voyez, à l'origine, il devait y avoir une seule longue tige qui traversait la passerelle du haut pour soutenir celle du bas. Simple. Mais dans la version construite, ils ont utilisé 2 tiges séparées. Et en faisant ça, sans s'en rendre compte, ils ont doublé la charge sur la connexion de la passerelle du haut. Pour faire une analogie, c'est un peu comme si une personne tenait une corde et qu'une autre s'accrochait à ses jambes. La première personne doit supporter son propre poids et celui de l'autre. La charge est juste devenue insupportable. Et voilà le cœur du problème. Ce n'est même pas une erreur de calcul, ce n'est pas une question de maths. Non, le vrai problème, c'est la communication. Ou plutôt l'absence de communication. Ce changement, qui s'est avéré fatal, il a été approuvé par téléphone, de manière totalement informelle. Le plan modifié n'est jamais retourné chez les ingénieurs en structure pour qu'ils le vérifient. Un simple coup de fil a suffi à contourner toutes les procédures de sécurité. Et ça a scellé le destin de 114 personnes. Mais attention, l'histoire du Hyatt, ce n'est malheureusement pas un cas isolé. En fait, les grandes catastrophes, c'est très rare que ça vienne d'une seule et unique erreur. Presque toujours, c'est une accumulation, une sorte de réaction en chaîne de problèmes techniques, de procédures et d'erreurs humaines. Et on va voir que cette logique s'applique parfaitement à un autre événement tragique, bien connu. Le 28 janvier 1986, le monde entier a les yeux rivés sur le décollage de la navette spatiale Challenger. Et puis, l'explosion. Mais ce qu'on a découvert après, et ce que cette chronologie montre bien, c'est que ce n'était pas du tout un accident imprévisible. Loin de là. Le souci avec les joints toriques, les fameux O-rings, ça faisait des années que la NASA le connaissait. Pire encore, la veille du lancement, des ingénieurs ont tiré la sonnette d'alarme. Ils ont prévenu que le froid, un froid glacial pour la Floride, allait rendre ces joints cassants et donc dangereux. Et on ne les a pas écoutés. Alors, la question c'est pourquoi ? Pourquoi avoir décollé ? La réponse est simple, la pression. Une pression énorme. Quand les ingénieurs de Thiokol, qui fabriquaient les joints, ont fait part de leurs craintes, un des responsables de la NASA leur a répondu de manière assez cinglante « Mon Dieu, Thiokol, quand voulez-vous que je lance ? En avril prochain ?» Face à ça, la direction de Thiokol a fini par céder. Elle a mis de côté l'avis de ses propres experts. Finalement, l'enquête officielle a conclu à quelque chose de très dérangeant. La cause profonde, ce n'était pas tant le joint torique. Non, c'était une culture de la sécurité défaillante au sein même de la NASA. En gros, les managers ne prenaient plus en compte les réalités techniques du terrain. Et cette déconnexion totale entre le management et les ingénieurs, c'est un schéma qu'on va retrouver encore et encore, même dans des catastrophes beaucoup plus récentes, où les erreurs ne sont plus mécaniques, mais cachées dans des lignes de code. Et justement, ça nous amène à une ère plus moderne. Aujourd'hui, les erreurs, elles ne sont plus seulement dans l'acier ou le béton. Dans des systèmes hyper complexes, comme les avions, elles peuvent être enfouies très, très profondément dans les logiciels et dans les processus qui ont servi à créer ces logiciels. L'exemple parfait, c'est bien sûr celui du Boeing 737 MAX. Ici, il y a un concept vraiment important à saisir. C'est ce qu'on appelle la défaillance du processus logiciel. L'analogie du chef cuisinier est parfaite pour ça. Imaginez, on donne une recette à un chef et on lui demande de la suivre à la lettre. Il le fait impeccablement. Sauf que la recette était mauvaise dès le départ. Le plat est raté, mais est-ce que c'est la faute du chef ? Non. Eh bien ici, c'est la même chose. Le logiciel, lui, il faisait exactement ce pourquoi il avait été programmé.
Le problème, c'est que les instructions de départ, la recette en quelque sorte, étaient profondément défectueuses. Et le système MCAS du 737 MAX, c'est vraiment l'exemple type de cette cascade d'erreurs. D'abord, on a complètement sous-estimé son importance. On l'a classé comme dangereux alors qu'une panne pouvait être catastrophique. Du coup, le niveau de contrôle et de sécurité n'était pas le bon. Ensuite, le système entier est reposé sur les données d'un seul et unique capteur. C'est une hérésie en aviation, où le principe de redondance est la base de tout. Et pour finir, ce logiciel pouvait prendre des décisions extrêmement fortes, au point de prendre le dessus sur les pilotes, qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Chaque mauvaise décision s'est empilée sur la précédente, créant un système qui était, au final, mortel. Bon, analyser les échecs, c'est une chose. C'est essentiel. Mais le but, évidemment, c'est de les éviter. Alors maintenant, on va se pencher sur les solutions, sur tout ce qu'on met en place pour forger un avenir plus sûr. L'éthique, les enquêtes, la culture d'entreprise. Alors, comment on fait pour éviter que ce genre de cascade d'erreurs se reproduise? Eh bien, la première ligne de défense, ce n'est pas un nouveau logiciel ou un matériau révolutionnaire. Non, c'est un principe, l'éthique de l'ingénierie. C'est en quelque sorte la boussole morale qui doit guider chaque décision d'un ingénieur, bien au-delà des simples calculs et des plans. Ça, c'est un peu le credo de l'ingénieur. Et il y a un principe qui est au-dessus de tous les autres, c'est le premier, tenir pour primordial la sécurité, la santé et le bien-être du public. C'est la règle d'or. Et si on y réfléchit, chacune des catastrophes dont on a parlé est, d'une façon ou d'une autre, une violation de ce principe fondamental. Et pour vraiment apprendre de ces erreurs, il y a une discipline entière qui s'est créée, l'ingénierie forensique. C'est un peu comme les experts scientifiques sur une scène de crime, mais pour l'ingénierie. Prenez la catastrophe de Deepwater Horizon. L'enquête sur le bloc d'obturation, la pièce cachée, a réuni tout le monde, BP, Transocéan, le fabricant, les agences du gouvernement. Le but, ce n'était pas de pointer un seul coupable du doigt, mais de comprendre ensemble chaque petit maillon de la chaîne qui a mené à la catastrophe. Et ça nous ramène à notre point de départ, au Hyatt Regency, et à l'ingénieur responsable du projet, Jack Gillam. Il a perdu sa licence d'ingénieur, bien sûr, mais il n'a jamais fui ses responsabilités. Au contraire, il a passé le reste de sa carrière à raconter cette histoire, à former des générations de jeunes ingénieurs pour qu'ils comprennent les risques. Cette citation de lui est très forte. Elle montre que la responsabilité personnelle, c'est vraiment la clé pour reconstruire la confiance et s'assurer que ça n'arrive plus. Au final, il faut être réaliste. Les erreurs, c'est inévitable. La perfection n'existe pas en ingénierie, c'est un idéal vers lequel on tend. La vraie question, ce n'est pas comment éviter toute erreur, mais plutôt comment on réagit face à l'erreur. Alors si on part du principe que l'échec est une fatalité, que les choses vont mal tourner, quelle est notre plus grande responsabilité collective? N'est-ce pas justement de s'assurer qu'on apprend de chaque échec, pour que chaque tragédie, aussi terrible soit-elle, soit vraiment la dernière de son genre? Voilà la question sur laquelle je voulais qu'on se quitte aujourd'hui.